Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire le test du Canon EOS R5 et du Canon EOS R6. J'ai décidé de faire un test commun pour les deux vidéos, tout simplement parce que ces appareils photo-là sont extrêmement similaires. Et il m'a semblé intéressant dans cette vidéo de creuser finalement qu'est-ce qui les distingue et qu'on puisse les comparer en même temps dans cette vidéo. J'ai appelé ça un test longue durée, tout simplement parce que c'est des appareils photo que j'ai maintenant depuis des semaines et avec lesquels j'ai fait énormément de choses. Le Canon R5, j'ai pu lui faire un Tour de France pas la course cycliste, mais un road trip en France où on a fait énormément de choses pendant 3 semaines. J'ai pu lui faire la Camargue déjà 2 fois, parcours ornithologique, session avec des chevaux. Bref, j'ai fait la même chose avec le Canon R6 que je viens d'amener en Camargue. Donc je pense réellement voir ce qu'ils ont dans le ventre. Et c'est ce que je vais vous restituer ici. À noter que cette vidéo, je trouve qu'elle est vraiment très différente que si je l'avais fait une semaine après avoir eu le boîtier, parce que c'est toujours pareil. On a les attentes. Une fois qu'on a notre nouveau joujou, on est un peu là, on est super excité. Et puis finalement, avec le temps, on finit dans une certaine normalité. Et c'est ce que je vais essayer de vous restituer dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui les distingue, le Canon EOS R5 et R6? Évidemment, ce qui les distingue en priorité, c'est leur capteur, 45 millions de pixels contre 20 millions de pixels. En termes de physique, on a un écran ici sur le R5, tandis qu'on a une molette des modes ici sur le R6. Pour moi, ça change absolument rien et c'est pas vraiment un argument. On n'a pas les mêmes cartes SD, on a la chance d'avoir 2 ports SD sur le R6 alors qu'il va falloir acheter des très chers CF Express sur le Canon EOS R5. Pourquoi? Tout simplement parce que le Canon EOS R5, il est capable de faire de la 8K et il est capable de faire de la 4K 120 fps, chose que n'est pas capable de faire le R6. Les deux appareils photo surchauffent en vidéo, on va en parler un peu plus, mais voilà, sachez qu'on a un seul mode qui surchauffe pas sur le R5, c'est la 4K bas de gamme, entre guillemets. On n'a que de la 4K haut de gamme sur le R6, mais elle surchauffe. Sur le R5, on a une 4K très haut de gamme qui est downsamplée depuis du 8K, qui est la meilleure 4K du monde, mais c'est pareil. Malheureusement, vous allez surchauffer. Autre chose qui distingue ces deux boîtiers, c'est l'écran. On a un écran qui est un tout petit peu plus grand sur le Canon R5. C'est vrai qu'à l'usage, je ne vois pas une énorme différence entre les deux tailles d'écran. Par contre, le viseur, je trouve que c'est sensible. On a un viseur qui est classique, je go de mémoire 3 millions de pixels sur du R6, et on est à plus de 5 millions sur le R5. Je vois la différence lorsque je mets mon œil dans l'un, puis mon œil dans l'autre. C'est vrai que le viseur du Canon R5 est plus agréable. Pour autant, ils partagent les mêmes qualités, et une des qualités que j'aime énormément, même si ça peut vous paraître un détail, c'est lorsque j'éteins l'appareil photo, il se ferme. Et un des problèmes des hybrides, c'est lorsqu'on change d'objectif, on attrape des taches de capteur. C'est quelque chose que je reproche énormément à mes hybrides Sony. Et ici, en 1 mois et demi, je n'ai jamais nettoyé le capteur. L'idée, ça ne m'est même pas venu à l'idée, puisque je ne vois pas de taches de capteur dans mes photos. Et ça, c'est quelque chose que j'adore énormément. Donc vraiment, un gros point pour ces appareils photos-là. Autre chose que j'adore énormément, qui sera peut-être un détail, voire un défaut pour certains, comme je l'ai vu dans d'autres vidéos, c'est que l'obturateur mécanique est extrêmement silencieux. Regardez ici, je fais une rafale. On a un bruit qui est extrêmement feutré, qui est extrêmement discret et que j'adore sur ce Canon R5 et même sur le Canon R6 puisqu'ils ont le même obturateur. Ça, c'est vraiment un énorme grand point pour les deux appareils photo. En photo, on a donc d'un côté un capteur de 45 millions de pixels et de l'autre côté un capteur de 20 millions de pixels avec le R6. Pour les deux appareils, on a un filtre AA devant le capteur, mais ça n'implique absolument aucune douceur. Les images sont extrêmement piquées, vraiment il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous avez un objectif capable de délivrer ce genre de résolution, il n'y a pas de souci. Vous retrouvez en plus les couleurs Canon que beaucoup apprécient et qui évidemment sont présentes dans le R5 et dans le R6. Le R6, lui, fait que 20 millions de pixels. 20 millions de pixels, je sais que beaucoup se demandent, est-ce que c'est suffisant en définitive? La réponse est oui. Franchement, c'était suffisant avec 24 millions de pixels. Je ne vois pas pourquoi en enlevant 4 millions de pixels, ça serait insuffisant. Donc c'est suffisant pour absolument tous les usages. Même si vous voulez faire un tirage de plus d'1 mètre, 20 millions de pixels, ça suffit pour tout. Sachez que j'ai fait une série de vidéos pour vous détailler un peu tout ça et que vous compreniez que oui, 20 millions de pixels, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. La seule chose que vous n'allez pas pouvoir faire, c'est faire des énormes recadrages sur le terrain. Voilà, en termes de piqué, sincèrement, j'ai pas grand-chose à dire. Le piqué est là à partir du moment où la mise au point est bien faite. Les images fourmillent vraiment de détails. Voilà, une autre image ici. Vous voyez les gouttes, vous voyez le bec. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Une des choses qui m'inquiétait, puisque Canon est connu pour avoir une dynamique un peu faible, c'est est-ce que Canon a rattrapé son retard par rapport à la dynamique? Parce que la dynamique, ça reste important. Regardez ici ce flamant rose qui est en train de se poser. On a un aplat blanc et donc une surexposition qui s'est créée dans le pelage. Et avant, c'était quelque chose qui était très difficile.
Et ici, force est de constater que, regardez, je vais baisser l'exposition et qu'il n'y a absolument rien de perdu. On a toutes les informations dans le pelage. Et ici, j'ai baissé de 3 stops. Donc, c'est une énorme récupération de haute lumière. Et je peux voir que les images fourmillent de détails. Voilà, donc ici, c'est valable. Ce que je dis évidemment aussi pour le R6. Donc, les pelages blancs et compagnie, j'ai vraiment pu l'apprécier. J'ai pu l'apprécier aussi avec des chevaux qui m'ont foncé dessus. Et j'ai pu voir à quel point, sur les reflets brillants qu'il y a sur les chevaux et compagnie, c'est vraiment pas un problème. Et la dynamique suit bien, avec toujours ce superbe piqué, que ça soit sur un R6 ou que ça soit sur un R5. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à en dire. Les photos sont superbes. Et alors, on vient de parler des hautes lumières, mais qu'est-ce qu'il en est des ombres quand on veut déboucher les ombres sur cette image qui est fortement sous-exposée parce que je voulais préserver les hautes lumières, mais je suis allé beaucoup trop loin. On peut s'apercevoir que, regardez, ici, je débouche les ombres et c'est superbe. Ici, regardez, j'ai quand même débouché les ombres de plus de 4 stops. C'est énorme, c'est considérable. Et pour autant, quand je regarde et que je zoome, j'ai pas de grain particulier. L'image reste propre. Donc vraiment, là aussi, il y a un énorme travail fait de la part de Canon parce que les fichiers sont aussi bien pour la récupération d'ombre que de haute lumière, les fichiers sont qualitatifs. Et ici, regardez sur cette image à très très forte dynamique aussi. Je vais être capable, hop, regardez, de retrouver juste le rond du soleil. Et ça, c'est top. Ça veut dire que le pourtour du soleil n'a pas été cramé. Et pour autant, si je surexpose, regardez, je trouve mes chevaux. Et quand je zoome sur mes chevaux, ici, c'est pareil, j'ai débouché les ombres de presque 4 stops. C'est énorme. Regardez, l'image ne s'est pas écrasée. Je vais continuer à garder une jolie couleur, un joli piqué, pas de grain particulier. Ça, c'est quelque chose dont les anciens Canon avaient énormément de mal. Donc pour moi, les problèmes de dynamique, franchement, c'est haut niveau et c'est parmi les meilleurs niveaux sur le marché. Pareil, sur cette image qui était fortement sous-exposée, vous voyez, je retrouve tout le détail et vraiment, ça fait plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc pour moi, à ce niveau-là, que ça soit que sur le R6 ou sur le R5, le compte y est. Regardez ici, encore une fois, on est sur une photo. Waouh, elle est toute noire, la photo, parce que vraiment, je ne voulais pas cramer le soleil. Je dorais ce ciel. Et malgré tout, et ici, 4,5 stops. C'est énorme en termes de débouchetage d'ombre. Alors, je ne vous dis pas qu'on voit absolument rien, mais enfin, ça reste très, très, très propre. Et c'est vraiment similaire à ce que je constate d'habitude chez Sony. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que j'ai mis longtemps à préparer ce test et que j'apprécierais énormément que vous preniez le temps d'appuyer sur le bouton s'abonner juste en bas dans la description. Alors justement, on peut parler de Sony. Ici, on va comparer des images. Ici, sur un paysage à f8, 6 secondes, 12800 ISO à 35 mm, pris exactement côte à côte au même moment. On va s'apercevoir d'un niveau qui est globalement similaire. Pour moi, Sony reste avec une courte tête, continue d'avoir l'avantage. Mais franchement, c'est extrêmement proche. C'est vraiment extrêmement proche. Les deux images sont très très similaires et pour moi, c'est pas significatif en définitive. C'est vraiment pas significatif. Alors j'ai comparé le R6 avec le A7 III qui me semblait être le plus proche chez Sony. Pour moi, le A7 III est toujours un peu devant, mais il faut zoomer vraiment beaucoup. Ici, il faut que je zoome probablement à 300%. Je m'aperçois que je garde une meilleure saturation des couleurs sur le Sony. Je garde un peu plus de contraste. J'ai probablement un peu moins de bruit. Vous voyez, par exemple, si je suis sur cette caisse-là, j'ai plus de bruit sur le R6 que je l'ai sur le A7 III. Enfin, ça reste très proche. Il faut vraiment zoomer beaucoup pour voir la différence. Et c'est probablement plus aussi significatif que c'était le cas par le passé. Ici, sur un Canon EOS R5 contre un A7R III de 45 millions de pixels, même résolution, on va avoir à peu près les mêmes résultats. Vous voyez ici, quand je zoome à 300%, je m'aperçois quand même que le fichier du Sony A7R III est plus propre que celui du R5. Mais je suis zoomé à 300%. Quand vous zoomez ça à 100%, la différence, elle est plus si significative que ça. Franchement, sur le terrain, ici, c'est sur les mires. Les mires sont faites pour qu'on puisse le voir mieux. Enfin, quand vous regardez ça dans la vraie vie, sur le terrain, je peux vous assurer que les fichiers sont vraiment topissimes. Parlons maintenant de l'autofocus, aussi bien le R5 que le R6. Vous avez là une véritable machine de guerre capable de faire des rafales de 12 images par seconde et il suit parfaitement le rythme. Le buffer est très très gros et donc vous pouvez faire des rafales très très longues. Regardez ici sur cette séquence, je suis capable quasiment de retranscrire le film. C'est absolument impressionnant.
Donc oui, ça marche bien et en plus, évidemment, pour rien gâcher, la mise au point se rafraîchit très rapidement et on est face à un autofocus qui est extrêmement rapide. R5 ou R6, pour moi, partagent exactement le même autofocus. Tiens, vous voyez, celle-ci, par exemple, elle est loupée, hein, comme quoi on n'a pas uniquement des réussites, mais enfin, sur une série, je sais pas moi, d'une centaine de photos, je peux vous assurer que vous n'avez pas énormément de photos à jeter. Donc on est vraiment là aussi parmi les meilleurs du marché, aussi bien sur le R5 que sur le R6. De nuit, c'est à peu près les mêmes performances. Hein. De nuit, c'est-à-dire que, hop, regardez ici. Alors, je ne vais pas vous expliquer que de nuit aussi, c'est absolument parfait. Vous allez forcément avoir quelques loupés. Enfin, sur une série de rafales, vous n'avez pas énormément de loupés. Ça fait quand même très bien le job. Et c'est pour moi assez similaire aux meilleurs appareils photo sur le marché. On est au niveau des meilleurs autofocus aujourd'hui en 2020. Et que dire de cette scène? Il n'y a pas beaucoup d'appareils sur le marché capables de suivre l'autofocus quand on fait ça. Lui, il y arrive et il n'y a pas une seule photo floue sur cette scène-là. On en reparlera dans une autre vidéo. Un exemple de détection des yeux des oiseaux, là aussi, c'est le seul appareil photo sur le marché capable de détecter les yeux des oiseaux comme ça. Le tracking marche bien, la détection des yeux des oiseaux marche bien. Moi, je trouve que parfois, ça donne des photos qui sont avec un autofocus un tout petit peu imprécis, mais c'est vrai que la performance est quand même admirable. Et elle est admirable aussi en termes de tracking de petits oiseaux dans le ciel. Hein. Là aussi, on peut voir qu'on est au niveau des meilleurs appareils photo sur le marché. C'est pas infaillible. Vous allez voir que l'oiseau va s'emballer, il va le perdre. Mais waouh, c'est probablement ce qui se fait de mieux à ce jour. Idem avec ce flamant rose. J'avais espoir qu'il le garde à travers les branchages, puisqu'on le voit finalement assez bien, et qu'il le récupère à la fin. Ça n'a pas été le cas. Idem pour la détection des yeux sur les autres animaux que les oiseaux. Bah là, c'est pareil. Ça marche pas si bien que ça. Sachez que c'est vraiment les oiseaux pour lesquels ça marche très bien, les chiens, les chats, mais pour un tas d'autres animaux comme les chevaux, ici, il ne va jamais détecter les yeux de ces chevaux-là, par exemple, ou les sangliers, ou les cerfs, bref, ça ne marche pas si bien que ça pour les autres animaux. Je vous repasse la séquence juste pour vous montrer le blackout, là où je suis en train de prendre des photos, là, hein, et j'ai quasiment zéro blackout. Ça, c'est quelque chose que j'adore aussi avec le Canon R5 ou avec le Canon R6, on ne perd vraiment pas la visée. Pour suivre l'action, c'est idéal. Allez, on peut dérocher ensemble ma dernière session Camargue avec le R5. Hop, on s'arrête au hasard, hein, parce que là, ici, j'ai aucune idée de où est-ce qu'il va s'arrêter. On peut voir si on a une superbe image. La mise au point est exactement où je la voulais. Allez, on continue, on s'arrête au hasard. Hop, sur celle-ci, on a une photo qui est un tout petit peu floue, vraiment légèrement. Hop, et ici, quand je zoome, ici, il m'a refait la mise au point. La mise au point est plutôt ici, sur celui-là. C'est quelque chose qui va m'arriver assez régulièrement dans cette série-là. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de viser une photo particulière. C'est que je m'aperçois que quand il y a plusieurs sujets, il n'a pas toujours l'intelligence, entre guillemets, de prendre exactement le sujet que moi, j'aurais voulu. Ici, je ne sais pas pourquoi, par exemple, il va prendre le cheval de gauche. Et c'est quelque chose qui va m'arriver assez régulièrement. Je ne suis pas toujours 100%... Ben voilà, cette photo-là, par exemple, a été loupée. Hein. Donc, on peut voir qu'on a aussi de temps en temps des loupés. Je passe. Voilà, celle-ci, elle est top. Vraiment top. On est sur en Camargue, sur quelque chose qui est quand même très exigeant, hein, qui permet de vraiment voir ce qu'il a dans le ventre. Là, on peut voir que celle-ci, elle est parfaitement réussie. Elle est superbe. Voilà, celle-ci, ici, on voit que la mise au point... Elle est probablement plutôt sur les gouttes, je pense, parce qu'elle n'est pas vraiment sur le cheval. On a quelque chose qui est un tout petit peu off ici. La mise au point, elle est sur ce cheval ici derrière. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose où j'ai eu l'impression que ça m'arrive un peu moins sur les Sony. C'est-à-dire que les Sony, je ne sais pas comment ils font, mais la détection des yeux marche sur les chevaux. Donc c'est vrai que pour la Camargue, c'est un peu supérieur. Et surtout, je ne sais pas comment ils font, la mise au point, elle est toujours là où j'espérais qu'elle soit. C'est-à-dire généralement sur le cheval qui est devant ou sur le cheval qui est le plus au centre, ce qui n'est pas toujours le cas ici sur le R5 ou le R6. On peut voir que celle-là, elle est magnifique de photo. Quelle action on a entre le bonhomme qui est là et le cheval qui est ici, et la mise au point, elle est top ici. Donc voilà, on continue de dérocher, hop, hop, on va en prendre une qui est jolie, celle-là, elle est jolie, on regarde la mise au point. Et ça marche bien. Bref, tout ça pour dire que c'est quand même une arme. Je suis vraiment extrêmement exigeant, hein, parce qu'on est face à des autofocus qui sont extrêmement perfectionnés. Et ça marche très bien. Ça marche vraiment très bien. Regardez ici, par exemple, on a mis la mise au point sur l'œil du cheval. Donc aussi bien sur le R5 que sur le R6, vous avez une superbe mise au point. Et c'est vraiment, je pinaille quand je dis que la mise au point n'est pas toujours à l'endroit que j'espérais, parce qu'il faut bien pinailler. Mais ici, hop, quand je zoome, ça va être un peu le cas. Ici, vous voyez, on a une mise au point qui n'est pas tout à fait exactement au bon endroit. Il n'y a aucun des chevals qui est parfaitement net. Ça va extrêmement vite. Juste voilà, c'est vrai que c'est là où on voit un peu les limites. Parfois, j'ai trouvé que
hop, ici c'est parfait, c'est vraiment parfait, parfait. Vous voyez un autre exemple sur cette photo-là aussi, j'aurais aimé que l'autofocus soit juste devant, et en fait il est sur le cheval juste derrière. Donc c'est pas grand-chose, hein, parce qu'il faut bien lui trouver des défauts, on est sur face avec un des autofocus les plus perfectionnés du marché, mais voilà, comme tous les autofocus, il n'est pas infaillible, hein. Voilà, au niveau d'autofocus, waouh, c'est complet, c'est très complet. On a une absence de blackout, c'est un point très important. Un buffer qui est très profond, c'est très important. Qui se clear très très vite, ça aussi c'est très important. Et enfin, des performances autofocus qui se rapprochent énormément de ce que j'ai sur un Sony A9. Et là, c'est pas rien aussi, il n'y a pas beaucoup d'appareils photo hybrides qui se rapprochent du Sony A9, il n'y en a même pas. C'est les premiers, et le Canon EOS R5, pour le prix qu'il est vendu, il se rapproche d'un Sony A9 qui est beaucoup plus cher. Donc là aussi, c'est une belle performance. On a un autofocus, vous l'avez vu, qui est extrêmement rapide. Et quand on essaye de toujours être plus rapide, parfois on est un peu imprécis. C'est ce que j'ai constaté aussi sur le terrain. Pour autant, on est sur les meilleurs autofocus sur le marché. À part un Sony A9, il n'y a pas grand monde qui va être capable de faire mieux. Et le Sony A9, il n'a pas 45 millions de pixels comme ce Canon EOS R5. Alors en vidéo, on a le même autofocus, il marche tout aussi bien. En vidéo, on se sert énormément de la détection des yeux. La détection des yeux, du visage, tout ça, ça marche parfaitement bien. On fait exactement comme chez Sony avec le real-time tracking. On est capable de, hop, si le personnage se tourne, de trouver la tête de cheveux, puis après de retrouver l'œil, puis après de reprendre la tête de cheveux. Ça marche bien, c'est fluide, vraiment, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, et donc ça marche en vidéo. Et donc on va voir là maintenant, en vidéo, qu'est-ce que ça donne tout ça? Un des avantages du R5 par rapport au R6, c'est d'être capable de faire de la 4K à 120 fps, comme je vous montre ici. C'est vrai que c'est cinématographique, ça rend bien, ça fait plaisir de pouvoir faire ce genre de plan. En plus, comme on peut le voir ici, on a un autofocus qui suit extrêmement bien. Je vous remets la scène, hein, mais regardez le gazon plutôt que mon chien. On voit la bande du gazon, ici je filme avec le 85 mm 1.2, ça suit très très bien. Et ici, les seules images floues à ma connaissance, c'est uniquement parce que la cadence d'image, je filme à 1/150e et que c'est pas suffisant pour friser le mouvement. Alors ici, le Canon R5 a 4 cadences d'image possibles. Vous avez du 120 fps, du 25 fps classique qui ne surchauffe pas. Vous avez le 25 fps de haute qualité et le 50 fps. Ici, ce que je voulais voir sur ce plan-là, c'est la différence de qualité, comment elle peut varier. On voit au milieu le 25 fps contre le 25 fps haute qualité. La différence ici à mon écran est criante entre les deux, tandis que le 25 fps a un aspect vraiment classique. Le 25 fps HQ, il brille, il fait vraiment plaisir à voir. On voit que c'est une super qualité. Sur les côtés, j'ai mis les fréquences d'image plus élevées, c'est 50 fps à droite et 120 fps à gauche. Ce que je voulais voir, c'est un peu quelle qualité on obtient avec ces modes-là, et j'ai été surpris aussi. Regardez, franchement, le 25 image classique par rapport au 120 fps, le 120 fps paraît beaucoup plus qualitatif. Donc, en fait, finalement, qu'on choisisse le 25 fps HQ, le 50 fps ou le 120 fps, vous allez toujours maintenir une qualité d'image qui est superbe. Dommage, ça surchauffe. Le seul qui ne surchauffe pas, c'est le 25 fps qui paraît plutôt standard. Voilà, je mets le R5 par rapport au R6. Le R5, 25 fps, R6, 25 fps. On voit que la qualité de la 4K produite par le R6 est supérieure à la qualité de la 4K standard produite par le R5. Par contre, évidemment, le R5 est capable de passer en 4K 25 fps HQ. Et là, c'est le R5 qui produit une meilleure qualité d'image, évidemment. Je vous mets maintenant un plan à 50 fps sur les deux caméras. Là aussi, j'ai l'impression que le 50 fps du R6 est un peu supérieur au 50 fps du Canon R5. En termes de stabilisation en vidéo, c'est assez similaire à mon goût. Alors faites attention à la colorimétrie, ici c'est pas la même, hein, probablement parce qu'il y a une différence de balance des blancs qui était restée en automatique. Donc voilà, faites pas gaffe à la colorimétrie. En termes de stabilisation, je vous laisse juger, mais pour moi c'est globalement assez similaire. Et juste pour ma curiosité, j'ai opposé le 100-400 de chez Sony avec le A7R4 vs le 100-500 de chez Canon sur le Canon EOS R5, les deux à la même focale et à la même ouverture. L'idée est de pouvoir comparer un peu le feeling de stabilisation en photo. Donc ici, la stabilisation est désactivée, on voit que ça bouge dans les deux sens. Et dès que la stabilisation est activée, on voit quand même que vraiment la stabilisation, aussi bien dans les deux systèmes, est très efficace. Alors est-ce qu'il y a un meilleur système que l'autre? J'ai l'impression que chez Canon, effectivement, ça bouge quand même moins que chez Sony, même une fois stabilisé. Donc j'ai l'impression que Canon a une meilleure stabilisation. Pour autant, est-ce que c'est significatif? Je vous laisse juger. En vidéo, l'autre chose à noter, c'est qu'on a un filtre AA devant ces deux capteurs, et j'ai pu constater, en le comparant avec d'autres appareils photo qui n'ont pas de filtre AA, que parfois, on est étonné, on a du moiré sur d'autres appareils photo qui sont aussi très haut de gamme dans les autres marques,
et on n'a pas du tout de moiré sur CR5 et sur R6, alors que j'avais des problèmes sur le A7S3. Donc là aussi, c'est vrai que le filtre AA, ça permet d'éviter certains artefacts. En vidéo, évidemment, le problème principal sur ces appareils photo-là, c'est la surchauffe. C'est inévitable d'en parler. Je vous affiche ici un tableau fait par Gérald Dundon qui donne les mêmes temps que ceux que j'ai constatés. Donc, je ne vais pas me retaper le même tableau. Franchement, ces données-là, elles sont justes. C'est-à-dire que le Canon R6, par exemple, en 40 minutes, il est en train de surchauffer avec sa 4K standard. Le Canon R5, il est capable d'avoir un mode qui ne surchauffe pas avec de la 4K, entre guillemets bas de gamme, c'est-à-dire avec du line skipping, on lit une ligne sur deux. Je ne sais pas si tout à l'heure dans les plans, vous avez vu la différence entre la 4K bas de gamme et la 4K haut de gamme sur YouTube. Certains disent qu'ils ne voient pas la différence sur YouTube. Dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que vous voyez la différence? En tout cas, voilà, c'est vrai que probablement que c'est le problème principal de ces appareils photo-là en vidéo, c'est que c'est des appareils photo qui ne peuvent être que casual, entre guillemets. C'est-à-dire que on peut faire une petite vidéo par-ci, par-là, mais si votre production vidéo va être beaucoup plus étendue que ça et que vous êtes capable de filmer pendant des heures et des heures ou pendant une journée entière, c'est probablement pas les bons appareils parce que ils en sont incapables. Moi, je sais que j'ai voulu tourner une vidéo. Ici, cette vidéo est tournée avec le Canon R6. J'ai voulu tourner une vidéo, la vidéo d'avant, et j'ai été coupé au milieu. J'ai dû faire une pause d'1 h 30 entre la première partie et la deuxième partie. C'est pas possible. C'est pas possible de travailler avec des engins comme ça. La surchauffe est un réel problème. Ce qui n'est pas un problème avec ces appareils, c'est la batterie. La batterie, j'ai été plutôt étonné. Je m'attendais à quelque chose qui n'était pas du tout bon. Finalement, ça passe. Ça passe vraiment. J'ai pas noté de performance par rapport à la batterie, vraiment en décalage énorme par rapport à la sensation que j'ai quand j'ai un Sony. Donc pour moi, la batterie, c'est finalement la bonne surprise, entre guillemets, de ce test-là. C'est qu'au niveau de l'autonomie, après, il n'y a pas vraiment de sujet. C'est-à-dire qu'au maximum, j'ai utilisé 2 batteries dans la journée. Je suis obligé de changer quand il est vers 14-15 heures et que j'ai commencé à shooter le matin vers 8 heures. Pour moi, ce n'est pas un problème et c'est absolument raisonnable et vraiment dans les standards du marché. Allez, c'est l'heure de la conclusion. Ces appareils photo-là m'ont donné beaucoup de plaisir. Je pense que Canon revient de loin et s'est mis au niveau des meilleurs. Et ça, c'est pas rien. C'est une prestation qu'il faut saluer. On a ici 2 offres qui sont vraiment très concurrentielles et qui vont faire probablement mal à la concurrence qui était un peu isolée. Et on parle évidemment de Sony. Aujourd'hui, ils n'avaient pas beaucoup de concurrence. Là, on peut voir que c'est 2 appareils photo qui sont crédibles face à Sony. Et ça, avant, il n'y en avait pas. Donc, bravo Canon. Est-ce que ces appareils photo sont parfaits? Non, évidemment. On a pu voir qu'il y a forcément des petits défauts et notamment en vidéo. On est sur des appareils photo qui sont quand même plus portés et orientés sur la photo que sur la vidéo. En photo, il n'y a aucun gros défaut. Tout y est. En photo, vraiment tout y est. En vidéo, avec ces questions de surchauffe, c'est probablement pas la même histoire. Mais pour le reste, waouh, l'autonomie est là. On a IBIS, on n'a pas de tâche de capteur, on a une super rafale, on a un autofocus qui est parmi les meilleurs du marché. Bravo Canon, on peut dire que ça. Bravo Canon. Tous les gens qui vont acheter ces 2 appareils photo-là vont se régaler. Pour finir, je vous invite sur le groupe Facebook Canon France Hybride. Donc je vous mets le lien dans la description. C'est un groupe pour tous les propriétaires de Canon pour échanger, pour s'entraider, pour échanger des photos, pour se poser des questions. Même si vous n'en avez pas, vous êtes le bienvenu. Je vous mets le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On va faire des vidéos aussi sur l'univers Canon. Donc si vous ne voulez pas les louper, appuyez sur le petit bouton rouge, s'abonner. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces produits. Pour vous, quel est son avantage principal et quel est son défaut principal? Dites-moi tout ça en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! Petite pause dans la vidéo pour vous dire que j'ai mis longtemps à préparer ce test et que j'apprécierais énormément que vous preniez le temps d'appuyer sur le bouton s'abonner juste en bas dans la description.